Partie 26 de l'art de vivre. La confiance, fondement invisible de la vie collective. La confiance est l'une de ces forces discrètes qui structurent le monde sans que nous en ayons toujours conscience. Elle n'a ni forme ni couleur, ne laisse aucune trace matérielle, n'apparaît dans aucun inventaire administratif, et pourtant toute la vie collective repose sur elle. Sans confiance, rien ne circule, rien ne s'organise et rien ne se stabilise durablement. Ce n'est pas un simple supplément moral, mais un principe d'assemblage. Une société peut disposer d'infrastructures solides, de lois précises, de technologies avancées. Si la confiance se retire, tout devient plus lourd, plus lent, plus fragile. Il suffit d'observer ce qui se passe dans un groupe humain où le doute s'installe. Les gestes autrefois spontanés deviennent hésitants. Les échanges s'encombrent d'arrière-pensées. La coordination, qui semblait aller de soi, s'effrite. C'est que la confiance n'est pas un détail parmi d'autres, elle est ce qui rend possible les détails eux-mêmes. Chaque relation humaine, qu'elle soit économique, affective, professionnelle ou politique, repose sur un pari implicite, croire que l'autre tiendra parole. Ce pari est risqué, mais indispensable. Sans lui, nous serions condamnés à vérifier chaque engagement, à surveiller chaque geste, à interpréter chaque silence comme une menace potentielle. La relation deviendrait une succession de calculs anxieux, un terrain miné où la moindre erreur pourrait tout faire basculer. La confiance, au contraire, allège cette tension en nous permettant d'avancer sans évaluer chaque seconde le risque d'être trompé. Elle transforme l'incertitude en possibilité d'action. Elle dit en creux, tu peux avancer, l'autre veut avancer aussi. Et même si ce pari peut parfois être déçu, il demeure moins coûteux que la méfiance généralisée. Là où la confiance disparaît, le contrôle s'étend naturellement. Plus la parole est jugée incertaine, plus les procédures se multiplient pour compenser cette insécurité. Les règles se détaillent, les vérifications s'accumulent, les chaînes hiérarchiques se rigidifient. Ce n'est pas forcément par malveillance ou obsession bureaucratique, c'est l'effet mécanique d'une société où chacun craint que l'autre ne respecte pas les accords implicites ou explicites. Or, ces mécanismes de contrôle, lorsqu'ils s'intensifient, finissent par paralyser le mouvement collectif. Ils ne suppriment pas la méfiance, ils l'entretiennent. Une société peut encore fonctionner dans ces conditions, mais elle perd son élan. L'énergie humaine se disperse à surveiller, encadrer, vérifier, plutôt qu'à créer, innover, coopérer. La confiance possède aussi une dimension biologique essentielle. Elle n'est pas seulement une valeur ou un principe abstrait, elle s'enracine dans les mécanismes du corps. Lorsque deux individus développent une relation stable, qu'elle soit d'amitié, d'amour, de coopération ou de solidarité, leur organisme libère différentes molécules associées à l'apaisement et à la sécurité. Parmi elles, l'ocytocine occupe une place particulière. Sa présence dans le cerveau n'explique pas à elle seule la confiance, mais elle en constitue l'un des soutiens physiologiques. Des études montrent qu'un climat de coopération et de réciprocité tend à favoriser cette libération hormonale. L'effet n'est pas magique, il s'agit d'une diminution progressive de l'hypervigilance, permettant au corps de se détendre et à l'esprit d'interpréter les signaux sociaux avec moins d'angoisse. La confiance n'est donc pas un simple acte psychologique, elle se ressent aussi dans la respiration, dans le relâchement musculaire, dans la diminution des tensions inutiles. Ce lien entre biologie et relations sociales est fondamental. Il rappelle que l'être humain n'est pas une machine rationnelle détachée de son contexte. Nous interprétons le monde à travers notre état intérieur, et cet état intérieur est influencé par les relations que nous entretenons. Un individu plongé dans un environnement menaçant, instable ou incohérent, aura naturellement davantage de mal à faire confiance. Son système nerveux restera plus fréquemment en alerte, comme s'il cherchait en permanence à anticiper le danger. À l'inverse, dans un environnement où les interactions sont prévisibles et bienveillantes, le corps apprend progressivement à relâcher cette tension. La confiance devient alors une disposition plus probable. Elle n'est jamais garantie, mais elle devient possible.
La confiance se construit surtout par la répétition d'actes cohérents. Ce n'est pas un sentiment qui tombe du ciel, ni une capacité innée que certains posséderaient spontanément tandis que d'autres en seraient dépourvus. Elle se tisse comme un fil, par petites touches, dans le temps long des comportements constants. Quand une personne tient parole à plusieurs reprises, respecte les engagements annoncés, agit en accord avec ce qu'elle dit, elle renforce ce capital invisible que constitue la confiance. À l'inverse, un seul geste incohérent peut suffire à fissurer cette structure, parfois plus profondément que les actes de bonne volonté accumulés auparavant. C'est le paradoxe de la confiance, elle grandit lentement, se perd rapidement, se reconstruit difficilement. Cette logique se retrouve partout, dans l'intimité des relations comme dans la vie collective. Les sociologues parlent souvent de confiance cumulative. Ils observent que les sociétés où les comportements individuels, les institutions et les règles du jeu politique sont perçus comme relativement stables et prévisibles tendent à présenter un niveau plus élevé de bien-être collectif. Il ne s'agit pas d'une croyance aveugle ou naïve en la bonté des structures, il s'agit de la certitude minimale nécessaire pour orienter son action. Les êtres humains n'ont pas besoin de garanties absolues, mais ils ont besoin de repères. La confiance naît de la régularité, pas de l'illusion. Elle permet de s'engager dans le monde sans être paralysé par la crainte d'être trahi. La coopération humaine repose sur cette même dynamique. Il serait tentant d'y voir un choix purement moral, mais la coopération est avant tout une stratégie d'efficacité. Dans la nature, de nombreuses espèces coopèrent pour augmenter leurs chances de survie. Chez les humains, cette stratégie a atteint un niveau inédit grâce au langage, à la mémoire collective et à la capacité de formuler des règles communes. Plus un groupe grandit, plus le risque de trahison augmente, et plus la confiance devient indispensable pour maintenir la cohésion. Elle agit comme une monnaie psychique, réduisant le coût mental de la vigilance. Là où tout doit être vérifié, le groupe s'épuise. Là où la confiance circule, le groupe devient capable d'accomplir ce qu'aucun individu isolé ne pourrait mener seul. Les expériences de psychologie sociale montrent que les individus coopèrent plus facilement dans un climat de transparence, de réciprocité et de règles stables. Quand les intentions de chacun sont lisibles, la confiance devient un calcul raisonnable. Elle n'exclut pas le contrôle, mais elle le transforme. Un contrôle perçu comme équitable n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme un cadre rassurant. Il dit simplement, nous jouons tous le même jeu, la méfiance, elle, rigidifie les relations. Personne ne veut être le premier à s'engager de peur d'être exploité. La naïveté n'est pas une solution non plus, elle expose à tous les abus. L'équilibre réside dans ce que l'on pourrait appeler une vigilance bienveillante, une façon de voir le monde qui n'anticipe pas systématiquement le pire, mais qui ne se laisse pas non plus aveugler par le désir de croire. La confiance possède également une dimension intérieure profonde. Faire confiance à autrui suppose une forme de confiance en soi. Non pas dans le sens d'une assurance excessive, mais dans celui d'une stabilité intime. Pour faire confiance, il faut savoir que l'on peut réparer une déception, poser une limite, se relever d'un échec. Les personnes dont l'estime d'elles-mêmes est stable ne comptent pas sur autrui pour valider leurs valeurs. Elles peuvent donc envisager la coopération sans crainte disproportionnée. Elles ne recherchent pas dans la relation la preuve qu'elle existe ou qu'elle mérite d'être aimée. L'insécurité intérieure, au contraire, pousse à interpréter la moindre faille comme une menace d'effondrement. Elle transforme le risque normal de la relation en danger existentiel. Ainsi, confiance personnelle et confiance sociale ne sont jamais séparées. Elles se soutiennent mutuellement. Une société où les règles sont stables, où les institutions sont prévisibles, où les relations sont relativement sûres, permet aux individus de développer une sécurité intérieure plus solide. Et des individus plus apaisés contribuent à leur tour à une atmosphère collective plus stable. La confiance circule entre la société et l'individu comme un flux continu. Elle s'alimente elle-même. Dans la vie collective, la confiance agit comme un régulateur silencieux. Elle réduit les frictions, apaise les tensions, fluidifie les relations.
Quand elle circule, les interactions deviennent plus simples et moins coûteuses, au sens psychologique autant qu'au sens matériel. Dans un environnement marqué par la méfiance, chaque geste demande justification, chaque intention doit être prouvée, chaque accord exige des garanties supplémentaires. Le moindre projet se charge de délais, de vérifications, de procédures qui, sans être inutiles en tant que telles, finissent par absorber toute l'énergie disponible. Lorsque la confiance disparaît, le quotidien se remplit de précautions. L'esprit devient plus lent parce qu'il doit consacrer une partie de sa capacité d'attention à anticiper les risques. La collectivité semble avancer dans un terrain accidenté où la prudence extrême devient la règle. Cette fatigue sociale créée par la méfiance n'est pas toujours visible immédiatement. Elle s'installe progressivement, parfois en silence, comme un poids qui s'ajoute au-dessus des relations humaines. On commence par demander une preuve supplémentaire, puis 2, puis 10. Les malentendus se multiplient. La parole se fragmente. Chacun protège son territoire, son intérêt, sa réputation. Ce glissement n'est pas spectaculaire, mais ses effets sont tangibles. Les groupes se fragmentent, les institutions perdent leur crédibilité, les liens sociaux se crispent. Il devient alors plus difficile de mener des projets collectifs, car chacun redoute de porter un poids disproportionné ou de subir une trahison. Cette lente érosion de la confiance produit une forme d'immobilité psychique, on n'ose plus, on avance moins, on crée peu. À l'inverse, dans un environnement où la confiance est élevée, la dynamique relationnelle change profondément. La parole circule plus vite, les décisions se prennent plus sereinement, les malentendus se résolvent plus tôt. La confiance n'abolit pas le conflit, mais elle rend possible un conflit qui ne détruit pas. Elle instaure un climat où il est possible de débattre, de contester, de s'ajuster, sans craindre que l'autre ne cherche immédiatement à exploiter la moindre faille. Dans un tel contexte, l'énergie collective n'est plus mobilisée pour se protéger, mais pour avancer. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la confiance est corrélée à des niveaux plus élevés de créativité. Un esprit constamment en alerte ne peut pas se permettre la divagation, l'exploration ou l'essai. Il reste fixé sur la survie. Un esprit apaisé a davantage de liberté intérieure pour imaginer, relier, inventer. L'un des paradoxes de la confiance est qu'elle dépend simultanément de l'expérience personnelle et du cadre social. L'expérience personnelle se construit dans le temps, au gré des relations, des promesses tenues ou déçues, des engagements respectés ou trahis. Le cadre social, lui, dépend des institutions, des règles de droit, de la fiabilité des systèmes collectifs. Une personne peut être naturellement disposée à faire confiance, mais évoluer dans un environnement qui la pousse à la méfiance. Une autre peut avoir une histoire marquée par des déceptions, mais vivre dans une société suffisamment prévisible pour que cette blessure ne l'empêche pas complètement de s'ouvrir. Ce jeu d'influence montre que la confiance n'est pas seulement une disposition individuelle, elle est un écosystème. Dans cet écosystème, les institutions jouent un rôle particulier. Elles ne créent pas la confiance à elles seules, mais elles fournissent un cadre dans lequel la confiance peut se déployer. Ce cadre repose sur la stabilité, la transparence et la capacité à corriger les injustices. Quand les règles du jeu sont lisibles et appliquées de manière cohérente, les individus savent à quoi s'attendre. Ils peuvent désamorcer plus facilement les tensions, prévoir les conséquences de leurs actes, analyser les risques avec clarté. À l'inverse, des institutions perçues comme opaques, instables ou partiales nourrissent la méfiance générale. Dans un tel climat, même les relations interpersonnelles deviennent plus difficiles, car chacun projette sur autrui l'incertitude qu'il perçoit dans son environnement. Il est intéressant de noter que la confiance ne requiert pas la perfection. Une institution peut commettre des erreurs, un individu peut avoir des faiblesses, un groupe peut traverser des tensions, tant qu'existe la possibilité réelle de rectifier, d'apprendre et de réparer, la confiance peut subsister. Ce qui la fragilise profondément n'est pas l'erreur en elle-même, mais l'absence de mécanismes pour la reconnaître et la corriger. La confiance demande de la régularité, mais aussi de la lucidité.
Elle appelle une forme de maturité collective capable de distinguer la défaillance ponctuelle de la manipulation. Ce discernement est essentiel pour éviter de tomber dans l'excès inverse, celui où l'on pardonne indéfiniment des comportements destructeurs. La confiance circule également à travers les normes sociales. Une norme n'est pas seulement une règle explicite, c'est aussi une manière d'être ensemble. Les normes influencent la façon de parler, de coopérer, de se saluer, de se disputer, de résoudre un conflit. Quand les normes encouragent la réciprocité, la loyauté et la clarté, elles rendent la confiance plus probable. Quand elles valorisent l'opportunisme, la dissimulation ou la compétition à outrance, elles fragilisent les liens. Ces normes s'incarnent dans des gestes quotidiens très simples. Un bonjour sincère, un temps de conversation accordé sans précipitation, un engagement honoré sans bruit contribuent à renforcer la cohérence collective. À force d'être répétés, ces gestes deviennent une culture. Ce tissage lent crée un paysage social particulier. Les lieux où la confiance est élevée semblent respirer différemment. On y sent une forme de légèreté. Les interactions y sont moins crispées. Les relations y gagnent en profondeur. Ce climat ne supprime pas les conflits ni les divergences, mais il remplace la suspicion par la possibilité de comprendre. Il rappelle que la confiance n'est jamais une croyance aveugle. C'est un pari éclairé fondé sur l'observation, l'expérience et la cohérence. Elle n'empêche pas la vigilance, mais elle l'oriente. La vigilance ne consiste plus à traquer l'erreur, mais à maintenir des conditions relationnelles qui favorisent la clarté. Lorsque la confiance circule, la relation devient un espace où chacun peut déposer un peu de sa vulnérabilité sans craindre d'être blessé immédiatement. Cette vulnérabilité est la véritable matière de la relation humaine. Elle dit que nous ne sommes pas entièrement autonomes, que nous avons besoin des autres pour vivre et comprendre le monde. Faire confiance signifie accepter une part d'exposition, reconnaître que nous n'avons pas le contrôle total et que, malgré cette exposition, nous choisissons d'avancer. Ce choix n'est pas naïf, il s'appuie sur un ensemble d'indices, de signaux, de gestes qui ont construit, au fil du temps, une trame relationnelle suffisamment solide. C'est sans doute la raison pour laquelle les bénéfices d'une société fondée sur un haut niveau de confiance sont si nets. Dans un tel contexte, les individus sont moins pris dans des luttes internes permanentes. Ils gèrent moins de conflits invisibles. Ils perdent moins de temps à se justifier ou à interpréter les intentions d'autrui. Ils développent une attention plus disponible, un esprit plus souple, une capacité plus grande à entrer en relation. Le stress social diminue, car chacun n'est plus menacé en permanence par la possibilité d'une trahison. Le climat général devient un amortisseur psychologique collectif, il absorbe les chocs, les malentendus, les erreurs inévitables. Ce climat favorise aussi la solidarité. Non pas une solidarité forcée ou idéologique, mais une solidarité organique, née du simple fait que l'autre n'est pas perçu comme un danger constant. Dans un environnement marqué par la confiance, aider n'est pas une prise de risque insensée. C'est un geste naturel. La coopération devient un réflexe, car le coût perçu de l'entraide baisse. La relation cesse d'être un calcul permanent et redevient un espace d'échange, de circulation, de reconnaissance mutuelle. La confiance devient véritablement palpable lorsque l'on observe ce qu'elle rend possible dans la durée. Elle ne se limite pas à faciliter les échanges ou à réduire le besoin de contrôle, elle transforme la structure profonde des relations humaines. Dans une société marquée par la fiabilité des interactions, les individus n'ont plus besoin d'orienter leur énergie vers la défense permanente de leurs intérêts. Ils peuvent investir cette énergie dans des projets à long terme. Ils peuvent tabler sur la continuité des relations, sur la stabilité des engagements, sur la possibilité réelle de construire quelque chose qui dépasse l'horizon immédiat. La confiance donne de l'épaisseur au temps. Elle permet d'attendre, de patienter, de s'engager durablement. Une société où la confiance circule est donc une société où la temporalité humaine s'élargit. Chacun peut se projeter plus loin que le simple présent.
Cette projection n'est pas un luxe psychologique mais une condition de civilisation. Sans cette profondeur temporelle, les initiatives collectives s'effondrent au premier choc. La confiance donne au futur une consistance suffisante pour que le présent ne soit pas englouti par l'urgence. Elle construit une mémoire commune, faite de promesses tenues, de gestes partagés, de conflits surmontés. Cette mémoire alimente à son tour la confiance, dans un mouvement circulaire qui renforce la cohésion du groupe. La confiance agit aussi comme un facteur de stabilité émotionnelle. Les relations ne deviennent pas plus simples parce que les êtres humains seraient soudain épargnés par les blessures ou les déceptions, mais parce que la confiance rend ces blessures traversables. Dans un environnement de méfiance, la moindre faille relationnelle peut devenir un événement traumatique. Dans un environnement de confiance, la même faille peut être interprétée comme un incident à réparer plutôt qu'une menace existentielle. Ce changement d'interprétation apaise profondément la vie intérieure. Il ouvre un espace où les émotions ne dictent plus entièrement la conduite, mais s'inscrivent dans une trame relationnelle plus vaste, plus solide. Cette solidité intérieure se manifeste dans la façon de traverser les conflits. Un conflit sur une base de confiance ne prend pas la même forme qu'un conflit sur une base de suspicion. Dans un climat de confiance, le conflit devient un moyen d'ajustement, parfois même de croissance. Il n'a plus pour enjeu de déterminer qui triomphe de l'autre, mais de clarifier un malentendu, une attente, une limite. Les conflits ne disparaissent pas, ils cessent simplement d'être destructeurs. On peut alors parler, écouter, réviser un jugement, admettre une erreur. Ces gestes, qui demandent du courage individuel, sont rendus possibles par le climat collectif. La confiance rend la vulnérabilité praticable. Ce climat se prolonge dans les structures les plus vastes de la société. Une économie fondée sur la confiance permet une circulation plus fluide de l'information, de l'innovation, des ressources. Les entreprises peuvent collaborer davantage, les institutions peuvent fonctionner sans multiplier indéfiniment les contrôles, les citoyens peuvent entreprendre sans craindre d'être pris au piège d'un système opaque. Les décisions deviennent plus stables, car elles sont moins dictées par la peur. Les tensions se résorbent plus vite, car chacun a intérêt à maintenir la qualité du lien plutôt qu'à gagner un avantage immédiat. La confiance devient alors un levier de prospérité, non pas seulement matériel, mais relationnel, psychique, culturel. Il est parfois difficile d'en mesurer l'importance, car elle agit souvent en arrière-plan. La confiance n'a pas l'éclat d'un événement spectaculaire. Elle ne s'impose pas par la force. Elle se constate plutôt par l'absence de certaines tensions, moins de rivalités inutiles, moins de conflits alimentés par des soupçons, moins de rigidité défensive. Elle se manifeste par la capacité des individus à s'entendre rapidement, à faire circuler l'information, à résoudre les divergences avant qu'elles ne deviennent des ruptures. Elle ressemble à un courant d'air discret qui permet à l'ensemble des structures humaines de ne pas s'asphyxier. Tout cela ne signifie pas que la confiance soit un état permanent ou garanti. Elle demande un entretien constant. Elle exige de la cohérence, de la stabilité, une certaine éthique de la présence. Elle se nourrit de gestes modestes mais réguliers. Il ne suffit pas d'établir une fois pour toutes les règles de la confiance, il faut les incarner dans le quotidien. Un ensemble trop rigide s'effrite par manque d'adaptation, un ensemble trop flexible se dissout par manque de repères. La confiance se situe dans cet espace intermédiaire où les engagements sont suffisamment solides pour être fiables, mais suffisamment souples pour absorber les imprévus. Cet entretien constant exige une lucidité particulière. Il faut savoir reconnaître les moments où la confiance se fissure, non pour condamner immédiatement, mais pour ajuster. Une société capable d'affronter ses propres défaillances sans sombrer dans la panique ou le cynisme possède un avantage déterminant. Elle peut traverser les crises sans se briser. Elle sait que la confiance n'est pas un état naturel mais un travail, un effort collectif, une responsabilité partagée. Cette conscience protège contre deux écueils symétriques, la naïveté, qui croit que tout est fiable par principe, et la paranoïa, qui croit que rien ne l'est jamais.
Dans la vie individuelle, ce travail de la confiance est tout aussi essentiel. Il se manifeste dans la capacité à maintenir une relation tout en restant attentif à ses propres limites. Il nécessite un équilibre entre ouverture et discernement. La confiance n'est pas l'abdication de la vigilance, elle en est la forme la plus mature. Elle consiste à observer l'autre avec attention, à entendre ce qu'il dit réellement, à percevoir les incohérences éventuelles sans les dramatiser. Elle demande une conscience fine du réel, un art de la nuance qui permet à la relation de demeurer vivante. Mais le plus important est peut-être ceci, la confiance transforme notre manière d'habiter le monde. Elle déplace la frontière entre ce qui nous semble menaçant et ce qui nous semble possible. Elle modifie la qualité de nos gestes, la profondeur de nos échanges, la tonalité de nos pensées. Elle amplifie notre capacité d'agir sans étouffer notre vigilance. Elle donne aux liens humains une stabilité qui nous permet d'explorer, de créer, d'aimer, de réinventer les façons d'être ensemble. Là où la confiance circule, la vie circule avec elle. Et dans cette circulation, se prépare naturellement la question suivante, comment la parole humaine, lorsqu'elle est authentique, contribue-t-elle à entretenir cette confiance qui soutient toute la vie collective? C'est ce que nous allons explorer dans la partie 27. La parole et la communication authentique.